Alors, la commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude des crédits provisoires pour l'année financière 2026-2027. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre Madame la ministre de l'Éducation et les députés de l'opposition. Nous commencerons par les remarques préliminaires. Je vous rappelle qu'un maximum de 6 minutes est alloué au groupe parlementaire formant le gouvernement, 3 minutes au groupe parlementaire formant l'opposition officielle, 1 minute 50 secondes au deuxième groupe d'opposition et 1 minute 10 secondes au troisième groupe d'opposition. J'accorde immédiatement la parole à Madame la ministre pour ses remarques préliminaires. Bien, merci, Monsieur le Président. Les crédits provisoires, c'est toujours un exercice quand même intéressant que peu de ministres ont l'occasion de faire. Je dirais que moi, c'est ma 5e reprise de crédit provisoire, mais la première fois comme ministre d'Éducation. Habituellement, quand on est au Trésor, on est appelé au crédit provisoire. Donc, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de faire cette première étape-là parce on a besoin de pouvoir stabiliser plus rapidement possible le réseau d'éducation. Donc, le fait de pouvoir voter aujourd'hui des crédits provisoires qui nous permettent d'attendre la fin du vote du budget des crédits officiels est une bonne nouvelle pour moi dans les circonstances. Vous allez me permettre de prendre ce 6 minutes-là, Monsieur le Président, pour expliquer et remercier et présenter les équipes qui m'entourent. L'exercice de préparer des crédits budgétaires pour les gens qui nous écoutent est toujours un exercice extrêmement prenant. Pour les équipes des différents ministères. On se prépare longtemps à l'avance. On commence par rencontrer le ministre des Finances pour lui faire part de nos priorités, de nos demandes budgétaires. Et naturellement, il y a par la suite la préparation des documents nécessaires à cette présentation-là, qui sera beaucoup plus pointue lors des crédits principaux, naturellement, parce qu'il y a encore des informations à transmettre à nos collègues de l'opposition. Donc, je voudrais remercier, naturellement, je vais commencer par mon cabinet, avec ma directrice de cabinet, Fanny Quentin, qui m'accompagne ici aujourd'hui, et tous les gens de mon cabinet qui travaillent avec moi dans les différents secteurs du domaine de l'éducation, qui sont présents aujourd'hui. Donc, je veux les remercier. C'est un travail qui est très prenant, parce qu'on doit faire ça et, si vous me permettez l'expression française, faire rouler le reste de la business pendant ce temps-là. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et le ministère de l'Éducation est pas éloigné de cette préoccupation-là. Il y a beaucoup de choses dans nos écoles, beaucoup de choses sur le terrain pour nos enfants, pour les élèves tous les jours, donc c'est important de le dire. Je suis accompagnée également de Mme Carole Arave, qui est la sous-ministre au ministère de l'Éducation. Elle travaille avec moi depuis plus longtemps que moi à l'éducation, donc ça a été une alliée importante quand je suis arrivée au ministère en septembre dernier. Donc, je veux la remercier pour son travail et son appui jusqu'à présent, qui va se poursuivre après les crédits, je l'espère. Dépendamment de la façon dont je m'en tire de cet exercice-là, on verra. Mais je veux la remercier, puis remercier toutes ces équipes. Je les nommerai peut-être pas tous et chacun d'entre vous, mais j'ai avec moi les responsables des différents départements qui pourraient être pertinents. Donc, il est possible que je leur passe la parole si mes collègues ont des questions plus pointues sur différents départements du ministère de l'Éducation. Je n'ai pas honte de dire que je dois connaître beaucoup de choses, mais c'est possible que je n'ai pas l'information très précise sur certains détails. Donc, je pense que ce qui est important dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est de bien renseigner, donc de vous donner l'information. Donc, si mes collègues, et j'ai naturellement l'autorisation, la permission de tout le monde, il est possible que dans certains cas, je demande l'autorisation de passer la parole. Donc, j'ai les gens au budgétaire, j'ai les gens au milieu pédagogique, j'ai les gens qui sont là pour tous les départements, je les nommerai pas, mais tous les départements qui pourraient peut-être être interpellés par une question de mes collègues au cours de la présente présentation. Donc, ça va me faire très plaisir de pouvoir travailler avec eux. Puis à ce moment-là, on pourra les présenter au fur et à mesure. Je vais prendre tout de suite, je vais le faire au début, les remercier. Les remercier pour tout le travail qu'ils font, tous et chacun d'entre eux. J'ai l'occasion, la plupart d'entre eux, de les rencontrer à chaque semaine, quelquefois plusieurs fois par semaine, dans ce qu'on appelle les statutaires, pour être capable de les rattraper sur tout ce qui se passe et les enjeux qui se passent en éducation. C'est toujours un exercice qui est extrêmement important et bien fait, avec un niveau de préparation que je salue. Donc, je prends la peine tout de suite de les remercier pour leur travail et pour le travail qu'ils ont accompli en vue de la préparation des crédits et des prochains crédits qu'on aura certainement à faire pour adopter la globalité du budget. Parce que crédit provisoire, donc, on adopte une partie des crédits là, pour se rendre jusqu'en juin. En général, c'est 3 mois là, qu'on fait aujourd'hui.
Donc, je voudrais aussi remercier mes collègues de l'opposition avec qui je m'apprête à faire cet exercice-là. D'abord et avant tout, on a déjà eu l'occasion, depuis que je suis ministre de l'Éducation, d'avoir des échanges, bon, naturellement au Salon Bleu, bon, c'est le Salon Rouge, là, mais il s'appelle le Salon Bleu. Donc, ici, en Chambre, dans la période de questions, mais quand je suis entrée, vous vous rappellerez, au ministère de l'Éducation, outre... certains petits incendies que je ne ramènerai pas sur la place, mais une de mes premières tâches a été de rattraper le cours du déroulement du projet de loi 94 devant les commissions parlementaires. Et je pense que je vais prendre cette occasion-là pour dire aux gens qui nous écoutent, les commissions parlementaires, c'est toujours un exercice pas démagogique, c'est le contraire, démographique et pédagogique. Donc, j'ai fait une construction qui est intéressant et démocratique. Et donc, je veux remercier mes collègues parce qu'à chaque fois, c'est un exercice, un échange qui est très constructif et très respectueux. Puis, je vais m'efférer de répondre le mieux possible à vos questions. Donc, je veux vous dire à vous, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, à vous, Monsieur le député de Gouin, à vous, Monsieur le député de Matane de Matapédia. Ça me fait plaisir de procéder à cet exercice-là et je vais tenter d'y répondre le mieux possible. C'est l'objectif et de pouvoir le mieux possible échanger avec vous sur vos préoccupations et sur la suite des choses pour ce réseau de l'éducation que je connaissais beaucoup mieux en tant que parent et que maintenant, j'apprends à apprécier et à découvrir en tant que ministre. Alors, une autre perspective, mais toujours le même objectif de bien servir nos enfants pour leur réussite éducative. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Autour de Madame la députée de Bourassa-Sauvé pour ses remarques préliminaires. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, j'embarquerai tout de suite donc, dans la période d'échange avec Madame la ministre. Alors, si vous permettez, à ce moment-là, je permettrai à Monsieur le député de Gouin, non plus. Monsieur le député de Matane-Matapédia, non plus. Donc, alors, on va tout de suite passer à la période de questions. Donc, je cède la parole à Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la ministre. Salutations à toute l'équipe gouvernementale ainsi que les fonctionnaires. Donc, merci d'être au service de l'État, donc dans une mission qui est excessivement noble, soit celle de l'éducation. Madame la ministre, l'automne dernier, on a vécu donc une rentrée scolaire excessivement difficile. L'ensemble des acteurs du réseau de l'éducation en ont témoigné. En fait, ils étaient ici à l'Assemblée nationale il y a exactement 3 semaines, tous réunis donc au sein d'une coalition, ce qui est une première, pour venir vous demander de la stabilité, pour venir vous demander de la prévisibilité et surtout vous demander est-ce que le réseau de l'éducation donc soit financé à la hauteur de ses besoins. Ce matin, on a eu l'occasion d'avoir un court échange lors de la période de questions. Donc, dans ces crédits provisoires, c'est l'occasion de vous entendre un peu plus sur votre perception, donc jusqu'à quel point donc les attentes qui ont été communiquées fermement il y a 3 semaines ont été répondues. Déjà, d'ores et déjà, d'emblée, on a la CSQ qui, dans son communiqué en réponse au budget, donc qui était présent à huis clos, nous dit un budget qui confirme une diminution du financement par élève. Il nous dit le gouvernement continue de jouer au yo-yo budgétaire et que le financement, les sommes accordées pour le financement des écoles et des centres ne suffira pas à maintenir les services. En dollars constants, la part du financement par élève au public connaîtra une diminution nette, passant de 12 034 à 11 841 $. On ne peut pas prétendre que les services ne seront pas affectés. La FAE, de son côté, titre son communiqué « L'éducation au bas des priorités gouvernementales ». Elle nous dit qu'en maintenant les mesures de contrôle des effectifs et en refusant de hausser les dépenses à la hauteur des besoins du système scolaire, le gouvernement caquiste envoie encore une fois le message que sa vision de l'éducation comme priorité sociale est chose du passé. On a aussi la Fédération du personnel de soutien scolaire, donc qui a émis ses remarques allant dans le même sens sur les réseaux sociaux un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous lance la balle, Madame la ministre. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux acteurs du réseau de l'éducation qui sont venus ici, qui vous ont émis des demandes et qui, aujourd'hui, ont l'impression d'être un peu sur leur faim par rapport au budget? Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de me permettre peut-être d'élaborer un peu sur la conversation, qui n'en est pas vraiment une de ce matin, où on a 1 minute 15, 30 secondes et 45 secondes pour essayer d'encapsuler des messages fort importants, surtout au lendemain de la présentation d'un budget, pour permettre d'éclaircir la situation. Beaucoup de respect pour tous les partenaires du réseau de l'éducation, que ce soit les syndicats ou les différentes associations qui nous aident à mieux comprendre les besoins du système d'éducation et du réseau. Mais je dois dire que je suis
respectueusement soumis en désaccord avec les commentaires qui ont cours et qui circulent là, depuis la présentation du budget d'hier. Je pourrais revenir sur le fait qu'on a eu des hausses de budget historiques là, depuis les 8 dernières années, 62 8 ans, c'est une moyenne de plus que 6 par année pour le budget de l'éducation. Si vous remontez un peu en arrière, ça ne s'est jamais vu, ce genre de hausse dans le budget d'éducation. Je pense que c'était nécessaire de procéder à ces hausses-là. Vous avez raison. Quand je suis entrée en poste en septembre dernier, moi naturellement, j'ai rencontré les partenaires, etc. Et j'ai commencé à prendre connaissance de leurs demandes de façon un peu plus pointue et de leurs soucis. Vous avez nommé des mots extrêmement importants tantôt. Vous avez nommé stabilité, vous avez nommé prévisibilité. J'ajouterais flexibilité. C'est un mot qui m'a été aussi mis de l'avant. Je vais vous donner un exemple de flexibilité qui était demandé. C'est toute la question des plafonds de TC versus la cible de TC sur lesquels j'ai agi au moment où je suis arrivée en poste. Le plafond de TC leur donnait, disons, une limite de dépenses et qui faisait en sorte d'avoir l'effet qui n'était pas un effet souhaité ni souhaitable, mais un effet de faire en sorte que même quand les sommes sont disponibles, ils n'étaient plus capables de les dépenser. Donc, rapidement, le plus rapidement possible, ça demande des changements. Bon, il faut faire des consultations, il faut passer au Conseil du Trésor et c'est normal de le faire. Mais le plus rapidement possible, on a trouvé une solution et je vais la simplifier en disant qu'on a transformé en cible. Je peux vous laisser la parole à nouveau, mais j'aurai d'autres éléments à ajouter sur la suite des choses pour être équilibrés dans notre échange. Mais... Alors, je demanderais d'avoir des réponses plus courtes, des questions plus courtes, afin de maximiser les Merci. Merci, M. le Président. Je vais rebondir sur ce que vous venez de mentionner, Mme la ministre, parce que là, donc, vous parlez donc d'une des conditions au réinvestissement. On l'a vu, donc la coalition dont j'ai parlé tantôt, elle s'est formée l'été passé à la suite des compressions surprises qui ont été imposées au réseau d'éducation. Et par la suite, donc, votre prédécesseur nous a dit, bien, écoutez, donc, j'ai finalement donc entendu les doléances du réseau, donc on va réinvestir. Ceci dit, moi, j'ai une question pour vous, donc, par rapport aux sommes que l'on voit donc dans le budget de cette année. Vous nous dites qu'il y a eu une croissance de dépenses de l'ordre de 6 %. Bon, c'est une moyenne donc par année, mais selon vous, donc cette croissance-là s'est effectuée entre l'année dernière puis cette année. Mais ce qu'on voit là, quand on revient au budget de l'année passée, au plan budgétaire de l'année passée, 25-26, les dépenses de portefeuille, on voyait qu'il devait y avoir une variation des dépenses de portefeuille par rapport à celles de l'année précédente de 2,2 %. Ceci dit, quand on regarde les chiffres de cette année, on comprend que la variation réelle qui a eu lieu, donc ça c'est dans le budget qui nous a été présenté hier, a été une croissance de 0,7 %. Je vous pose la question ici, donc pouvez-vous nous expliquer cette distinction-là entre la variation qui était prévue l'année passée de 2,2 % et le chiffre de 0,7 % qui est imprimé dans le budget, je vous dis le plan budgétaire, donc c'est à la page F58. Je vais de mémoire, là. J'y vais de mémoire, je pense bien. C'est toujours plus simple quand vous me référez à une page que d'y aller naturellement. Vous comprendrez, je n'ai pas appris toutes les pages. Oui, j'y allais de mémoire, mais c'est effectivement la page F58. OK. Bon, première chose, je pense qu'il est important de dire que la page suivante, ou dans les pages suivantes, la page F60 est fort importante pour montrer que la variation du budget de cette année par rapport au budget de l'an passé est de 3 %. C'est expliqué à la page F60. Le chiffre de 2,4 % a circulé. Ce n'est pas le chiffre qu'on doit prendre en compte parce qu'il faut être en F60, on explique pourquoi, quand on regarde, il faut comparer des bases budgétaires, une expression commune, des pommes avec des pommes. Alors, quand on compare les bases budgétaires et qu'on enlève les choses qui sont non récurrentes, ou à titre d'exemple, dans le cas de l'éducation, il y a des sommes qui sont prévues pour la francisation des adultes, qui sont présentement dans le portefeuille du MIFI. Donc, quand on en tient compte, et on doit en faire le même exercice à chaque année, quand on en tient compte, la variation réelle pour cette année est de 3 % d'augmentation pour le budget de l'éducation. Donc, ceci étant dit, et la page F60 est fort importante. Quand je parlais de 6 %, naturellement, je parlais pas de 6 % de l'année passée puis cette année. Là, je parlais de depuis 2018, le budget de l'éducation a été augmenté de 62 %, ce qui en fait une moyenne de 6 % par année. Mais on comprendra que comme c'est 3 % cette année, il y a des années où c'était grandement supérieur à 6 % les réinjections dans le budget de
de l'Éducation, ce qui en fait un total de 62 sur juste de 2018 à maintenant, donc budget 2019 au budget 26-27. Donc, ce qui fait une moyenne de 6 %. Donc, ma prétention n'est pas qu'on varie de 6 % cette année, mais je pense que vous l'avez bien compris. Pour ce qui est de la variation, il va falloir que je demande une explication plus technique parce que vous parlez du budget de l'an passé. Je peux prendre la parole pendant que la ministre... Merci, monsieur. J'aurais peut-être, si vous permettez, mon SMA au budgétaire, parce que là, on est vraiment dans des non-récurrences, nettoyer les bases budgétaires, ne pas affecter les récurrences. Il pourrait répondre à la question plus précise du 0,7 %. En fait, Madame la ministre, je pense que la question ici, elle est de nature d'ordre beaucoup plus général. C'est qu'ici, donc l'an passé, on nous avait promis donc une hausse budgétaire de 2,2 %. Puis les réactions de l'année passée là, du milieu de l'éducation étaient sensiblement les mêmes que cette année, en nous disant c'est insuffisant, ça répondra pas à la demande, c'est en dessous de la croissance des dépenses donc dans le réseau d'éducation, donc on n'y arrivera pas, il y aura pas de soutenabilité financière. Cette année, vous nous promettez une croissance de 2,4 %. Bon là, vous nous dites que c'est 3 %, mais en bout de ligne, là, l'année passée, ce qui était imprimé dans le budget, c'était une hausse de 2,2 %. Puis ça, manifestement, donc ça prenait en considération les compressions. Donc, je comprends que le gouvernement donc savait déjà qu'il y aurait donc des compressions budgétaires parce que les règles budgétaires seraient dévoilées par la suite. Donc, ce 2,2 % de l'année passée, il les comprenait. Mais en bout de ligne, moi, quand je lis ça, je me dis, est-ce qu'il y a eu un véritable réinvestissement dans le réseau de l'éducation? Parce que si on nous prévoyait une croissance de 2,2 % puis qu'en bout de ligne, ce qu'on nous dévoile pour l'année 25-26, c'est une croissance, une variation de 0,7 %. Qu'est-ce qui s'est passé, Madame la ministre? Non. Est-ce qu'il y a eu un investissement? Oui, absolument. Il faut comprendre que c'est un peu technique. Quand je dis ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de comprendre, mais c'est difficile à expliquer. Il faut comprendre que les sommes qui étaient dans le budget de mars l'an passé ont été entièrement affectées au ministère de l'Éducation et au réseau tel que prévu. Maintenant, quand on parle des variations, ce sont des variations où on nettoie les bases budgétaires, on enlève les fins de programme pour amener à un plancher comparable, mais les sommes qui étaient dans le budget à haut niveau, la réponse, c'est les sommes prévues dans le budget de l'an passé ont été disponibles et même le réinvestissement. D'ailleurs, le réinvestissement de l'été passé fait maintenant partie de la base budgétaire et le 3 % s'ajoute à ça. Donc, il faut le comprendre. Donc, une question de récurrence, de fin de programme. On avait des sommes qui étaient... je vais dire des one-shots qui étaient pour le plan de rattrapage, pour l'effort construction, comment on l'appelait? L'offensive construction, qui ça ne reviennent pas parce que c'était une histoire qui était une histoire d'un moment. Donc, il faut en tenir compte quand on nettoie. Donc, c'est vraiment une façon comptable de s'assurer que les bases sont comparables. Mais l'argent disponible, elle était là l'an passé, elle a été disponible. Écoutez, puis je pense que vos explications sont importantes, mais permettez-moi d'en douter ou du moins de demander des explications supplémentaires à ce stade-ci, parce que là, je comprends qu'est-ce que vous me dites quand le 2,4 % puis le 3 %, donc il y a donc des initiatives donc non récurrentes, donc qui font partie de cette balise-là, puis qui là ne sont pas comptabilisées. Mais avec égard, il y a quand même seulement une différence de 0,6 % entre ce qui nous permet de comparer des pommes avec des pommes puis qu'est-ce qui est présenté dans le budget. Là, la question que je vous pose par rapport à l'année passée, c'est la distinction entre le 2,2 % qui était prévu puis le 0,7 %. J'ai de la difficulté à croire, ou du moins, peut-être que, en tout cas, je demeure être convaincue à ce stade-ci que il s'agit tout simplement donc d'une différence comptable parce qu'on a quand même donc une différence de 1,7 % entre qu'est-ce qui a été présenté l'année passée puis qu'est-ce qui nous est dévoilé dans le budget de cette année en termes de variation réelle. OK. Bien, je peux peut-être vous amener parce que dans le fond, ce que vous demandez, pourquoi vous demandez d'être convaincu, c'est que l'argent qui a été mis disponible en mars l'an dernier, et je vais exclure ce qui s'est passé l'été passé, parce que bon, il y a eu un réinvestissement, mais on va s'en venir en mars, et a bien été disponible pour le réseau de l'éducation. Mais la page F160 le démontre également, parce que quand vous regardez la ligne éducation du réseau, de la page F160, on voit là que le budget de l'an passé était de 23 516. Il est bien là, il a bien été accordé à l'éducation. Ensuite, on fait une variation avec le budget de cette année qui est à 24 075. On explique, pourquoi c'est 3 % et non pas 2,4 qu'il faut tenir compte. Donc, l'argent était là. Maintenant, après ça, il faut, comme je vous disais, dans ces chiffres-là, il faut nettoyer ce qui est non récurrent, ça devient la base. Mais l'argent, là, si vous me parlez d'argent, elle était disponible et elle a été disponible pour tout le monde.
Et le réinvestissement. Et le réinvestissement, oui. Promis l'été passé, Oui. parce qu'on sait qu'il était conditionnel. Vous avez parlé des cibles de TC, donc il y a quand même plusieurs éléments donc qui rendaient l'argent peut-être un petit L'accès. peu moins. On l'accès donc à ces sommes-là. On a l'impression que les sommes étaient là, mais qu'elles étaient un peu verrouillées. Là. Puis on se demandait, OK, est-ce que la clé pour avoir accès à ces sommes-là, est-ce qu'elle a bien été donnée au centre de services scolaires? Absolument. Le verrou en question était le fait qu'on donnait un plafond de TC plutôt qu'une cible de TC. D'ailleurs, quand j'ai rencontré les gens en septembre dernier, ils ne mettaient pas en doute que l'argent était disponible. Ils nous disaient, Madame la ministre, le fait d'avoir un plafond de TC ne nous donne pas accès à cet argent-là. Donc, de transformer le plafond de TC en cible, qui est plus un indicateur de dépenses plutôt qu'une interdiction de dépenser. Je vous donne un exemple. Vous avez 10 ETC comme cible, ben là, on vous disait, tu as 10 ETC comme plafond. Quand tu es arrivé à 10, même s'il te reste de l'argent, tu n'as plus le droit d'engager, tu n'as plus le droit de dépenser. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit non. Ça va devenir un indicateur parce que comme 80% du budget est de la rémunération, c'est sûr que je disais au centre de services scolaires, si vous avez une cible de 10, ben, si vous êtes rendu à 11, ben, posez-vous des questions si vous êtes encore en train de respecter votre budget. Donc, ça devient un indicateur de suivi de budget. Mais la clé dont vous parlez, le verrou, je vais le résumer, c'était la notion de plafond qui a été transformée en cible. Et ça a permis de, je vais le dire, on va le résumer, déverrouiller les sommes. Déverrouiller. Donc, ça a vraiment été déverrouillé. Voilà. Règles budgétaires ce matin. Donc, vous, en posant ma question lors de la période de questions, vous nous avez dit les règles budgétaires seront présentées rapidement. Oui. L'année passée, on l'a vu, les règles budgétaires sont arrivées très tard. C'était une grande surprise pour l'ensemble du réseau. Personne ne veut rejouer dans le même film. Donc, quand vous dites que les règles budgétaires sont présentées rapidement, c'est quand? Ben, c'est rapidement, puis beaucoup plus rapidement que l'an passé. Je vous dirais qu'on est déjà en train de... On a des phases qu'on doit respecter. Naturellement, il est difficile de présenter des règles budgétaires avant que le budget soit déposé. Donc, le budget est maintenant déposé. On est déjà en action pour rencontrer très rapidement les directeurs, les DG des centres de services scolaires, en tout cas les organismes scolaires. On doit faire une consultation avec eux, mais on est en action dès maintenant. Dès le dépôt du budget. Donc, je ne veux pas m'attacher avec une date, mais j'ai bon espoir. Et les équipes m'entendent, là, sont toutes là avec moi. Elles sont mobilisées et elles ont la consigne de livrer plusieurs semaines par rapport à ce qui s'est fait l'an passé, en temps opportun. Et j'ai bien entendu les centres de services scolaires quand je vous parlais de prévisibilité, de flexibilité. Donc, il y a un budget stable, il y a la façon de le dépenser et de savoir aussi quel est le budget disponible le plus rapidement possible. Alors, on travaille sur ces 3 paramètres-là. Sortie scolaire. Pourquoi c'était si compliqué de confirmer au réseau qu'essentiellement qu'il n'y aurait pas les coupures? Là, on a vu là, dans la ligne budgétaire, donc on nous présente donc le maintien des sorties scolaires, qu'en bout de ligne, qu'elles ne seront pas coupées. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été en mesure de rassurer le réseau au préalable? Puis pas de leur dire, voilà, ça va être dans le budget, là, mais juste leur dire, non, regardez, c'est même pas un scénario sur lequel nous, on veut s'attaquer parce que c'est tellement important pour nous là, que, inquiétez-vous pas, on ne touchera pas à ça cette année. Pourquoi est-ce que vous avez tergiversé là-dessus? Le réseau était moins inquiet que le milieu culturel. C'est le milieu culturel qui a... puis c'est correct, je le blâme pas, là, mais c'est le milieu culturel qui est monté un peu aux barricades le plus. Le réseau, on leur a dit, nous, qu'il y aurait toujours de l'argent pour la culture à l'école. On leur a dit que c'était des scénarios qui avaient circulé d'optimisation, mais qu'il y avait rien d'arrêté, puis qu'il fallait, qu'on allait attendre le budget pour être capable de s'assurer, tout le monde, de voir les chiffres, parce que je l'ai dit, mais honnêtement, j'ai pas été crue. J'ai pas été crue. Avec égard, Madame la ministre, je veux dire, en chambre, on vous a posé des questions là-dessus, puis à ce moment-là, vous dites, non, je peux pas dévoiler qu'est-ce qui va être dans le budget, donc je pense que ça aurait été opportun à ce moment-là de rassurer tout le monde. Là, vous me dites, oui, j'ai dit au réseau, mais personne m'a cru. Oui. Mais peut-être que c'est un petit peu difficile, donc, de bien comprendre qu'est-ce qui se passait quand, d'un côté, vous aviez peut-être un discours, celui qu'on n'a jamais entendu, puis c'est la première fois qu'on entend que certaines personnes ont été rassurées, puis les discours que vous aviez dans l'espace public, notamment au Salon Rouge, vous disiez, on n'est pas capable de vous confirmer quoi que ce soit, puis ça viendra au budget, on est en train de l'étudier. Les paroles exactes à une demande avec égard de votre part étaient, veuillez nous confirmer que ça sera bien dans le budget. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je peux pas vous confirmer ce qui va être dans le budget, mais que la culture et l'école et l'éducation seraient toujours intrinsèquement
intrinsèquement liés, qu'on avait mis des investissements pour la culture à l'école et que ces investissements-là allaient toujours continuer à être présents dans le futur. Mais j'ai effectivement dit que je ne pourrais pas vous confirmer qu'est-ce qui sera dans le budget ou non, puis comment ça va apparaître dans le budget. Ça, c'est vrai que je l'ai dit, ça, cette portion-là. Et je vais persister et signer que, quant à moi, je pouvais pas aller plus loin à ce moment-là. Mais maintenant, vous avez l'histoire au complet, puis vous voyez que c'est bien et bien présent. Puis je suis très contente. Je suis beaucoup plus contente pour les élèves et les enfants parce que moi, je suis la ministre de l'Éducation. Alors, mon objectif, c'est d'exposer les enfants à la culture. Très satisfaite que le milieu culturel soit rassuré, mais je veux le dire que moi, ma satisfaction vient pour les enfants qui vont avoir accès encore, de façon continue, à la culture à travers le réseau d'éducation. Merci. Dans vos mesures budgétaires, 53 millions de dollars pour favoriser le retour en emploi des personnes retraitées du réseau d'éducation. On se rappelle, avant Noël, il y avait un article du Devoir qui nous disait que des écoles évitent de faire appel à des enseignants à la retraite. Je vous avais interpellé là-dessus en période de questions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'avec cette mesure-là, on n'aura pas des enseignants en éducation physique qui vont être priorisés plutôt que des enseignants à la retraite qui ont leur spécialité, qui parfois peuvent être des profs de français puis qui reviennent? Donc, ils vont être priorisés pour être capables d'enseigner à nos enfants? Bon, maintenant, les centres de services scolaires sont les personnes qui font les embauches. Alors, les centres de services scolaires vont gérer leurs embauches. Mais la mesure qui est là, effectivement, qui est reconduite, c'est une mesure qui va pouvoir permettre d'offrir des conditions de travail là, qui sont plus attractives là, pour amener, justement, dans le réseau scolaire, les retraités qui ont quitté depuis peu ou depuis un peu plus longtemps, ou peut-être qui auraient aimé mieux, qui vont être contents de venir peut-être prendre un poste à temps partiel. Là, je vais leur laisser gérer leur façon de faire, mais effectivement, cette mesure-là va nous permettre d'offrir ou de continuer d'offrir des incitatifs. C'est une mesure qui a été déployée, vous savez, dans les dernières années, là, puis a permis de ramener environ 5 000 personnes retraitées, 5 000 enseignants retraités chaque année. Pour faire de la suppléance, des contrats. C'est souvent ce que les retraités veulent faire. Mais oui, cette mesure-là va être déployée, puis elle est à la disposition des centres de services scolaires pour faire des embauches dans ces situations-là. Pas mis en bas de la liste des remplaçants parce qu'ils coûtent trop cher, parce que c'est ça que les enseignants retraités ont constaté avec désarroi. Complète le premier bloc de temps qui est imparti. Nous allons au deuxième bloc, au deuxième groupe d'opposition. Vous disposez de 16 minutes 30. Monsieur le député de Gouin. Merci, Monsieur le Président. Salutations à tout le monde. Madame la ministre, j'ai un petit 16 minutes. Alors, je vais essayer d'être efficace et je m'excuse d'avance. C'est possible que je vous interrompe. Je veux d'abord parler de la révision des indices de défavorisation. Vous savez, pour résumer, ce système qui classe les écoles de 1 à 10 en fonction de leur niveau de pauvreté. Vous savez, Madame la ministre, que depuis 2019, ces indices-là sont calculés à partir des données du recensement de 2016. Ces indices ont été mis à jour avec les données dorénavant de 2021. Et donc, le Québec a changé depuis. Ça produit des changements assez brusques de classement pour plusieurs écoles. Et ces classements-là, ça peut avoir l'air très technique, mais ça a des conséquences très concrètes dans bien des écoles. Je vais vous donner un exemple. L'école Jean-Baptiste Meilleur à Montréal, on parle d'une école primaire de 400 élèves dans un quartier défavorisé à Montréal, qui va passer d'un classement 9 à un classement 8. La conséquence, seulement l'an prochain, c'est 40 000 $ que l'école perd, puis à terme, ça va être 90 000 $. Les ratios du nombre d'élèves par classe vont passer de 17 à 24. 4 classes vont fermer. Il va y avoir des coupures dans le service de garde. Il va y avoir l'abolition du poste de direction adjointe, l'abolition d'un poste de prof d'éducation physique, une réduction des services d'orthophonie, une réduction du nombre de TES, une réduction de la tâche des profs d'art dramatique, d'anglais et de musique. C'est près de la moitié de l'équipe école qui pourrait quitter. Là, on a les mêmes enfants qui vont sortir de l'école au mois de juin, qui ont les mêmes besoins. Ils vont rentrer à l'école au mois de septembre et les services auxquels ils ont droit vont avoir disparu, pas parce que leur situation s'est améliorée, pas parce que leur famille s'est enrichie ou que même leur école s'est enrichie, mais parce qu'ailleurs au Québec, il y a des écoles qui se sont appauvries. Donc, de manière relative, le classement de l'école a changé. Madame la ministre, vous avez évoqué vous-même
qu'il y a un souhait sur le terrain qu'il y ait de la prévisibilité puis de la stabilité. Là. En une seule année, des changements comme ça désorganise totalement une école. Je ne peux pas croire que vous êtes à l'aise avec des bouleversements comme ça. Et là, je vous donne un exemple. Il y en a des dizaines partout au Québec. Alors, ma question, pourquoi ne pas faire ce que votre prédécesseur a fait, le député de Chambly? Il avait accordé à l'époque, nous étions, vous et moi, au début de notre carrière politique, il avait accordé une année de transition pour éviter des situations catastrophiques comme ça, où des enfants vont massivement perdre des services. Pourquoi la ministre ne fait pas ce que son prédécesseur a fait? Bien, merci de le mentionner. Bon, prévisibilité, mot-clé pour le réseau de l'éducation dans plusieurs cas de figure. Je pense qu'il faut rassurer les gens. L'argent est disponible, c'est le même argent, naturellement, quand les indices de défavorisation des écoles changent, l'argent est redistribué en fonction de ces changements-là. La particularité cette année, c'est qu'on on utilise maintenant les données de 2021, donc il y a eu une actualisation des données. Je vais donner un petit contexte, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Mais ce qui fait qu'effectivement, il y a eu peut-être plus de changements cette année que dans les années précédentes, mais c'est un exercice qu'on fait à chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Prévisibilité, on l'a fait plus tôt que d'habitude, justement parce qu'on savait qu'on utilisait les données d'un nouveau recensement et que potentiellement, il y avait des modifications peut-être plus grandes que dans les années précédentes. Donc, on le fait. Donc, il est normal que les financements suivent les besoins, mais pour ce que vous nommez particulièrement, ça existe encore maintenant, cette disponibilité-là dans les règles budgétaires pour les écoles qui perdent du financement parce qu'elles se voient leur cote améliorée. Et en plus, les syndicats avaient cette préoccupation-là quand j'ai négocié les conventions collectives. Je dis « j'ai » parce qu'à l'époque, j'étais au Trésor et pas parce que je fais tout, là, mais c'est parce qu'à l'époque, j'étais au Trésor et j'étais en charge des négociations. Et dans les conventions collectives, c'était une demande des différents syndicats. Et dans les 3 ententes nationales pour le personnel enseignant, il y a des sommes qui ont été prévues pour prévoir la transition, surtout dans les cas où une transition plus facile pour les écoles qui vont voir leur financement diminuer parce que l'autre bonne nouvelle, faut le dire, c'est qu'il y a des écoles qui vont voir leur... Ben, c'est pas une bonne nouvelle à cause de l'indice, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins leurs besoins, elles voient leur financement augmenter pour répondre à ces besoins-là. Donc, l'argent suit les besoins, et dans le cas où cet indice-là s'est vu améliorer, donc moins de financement, ben il y a des transitions de prévues, soit dans les règles budgétaires du ministère de l'Éducation, il y a des sommes de prévues, et aussi dans les conventions collectives. Donc, ce que vous me demandez existe, probablement depuis que le député de Chambly l'a fait une première fois. Respectueusement, c'est inexact. L'argent ne suit pas les besoins. Ben oui. Une école qui passe de 9 à 8, là, c'est pas parce que les élèves ont moins de besoins ou qu'ils se sont enrichis. C'est juste qu'il y a une école qui est devenue encore plus pauvre. Bien sûr, ce sont des déciles, c'est un classement relatif, Madame la ministre. Donc, une école qui passe de 9 à 8, c'est pas parce que le milieu s'est enrichi. C'est juste qu'il y a un milieu qui s'est plus appauvri que celui-là. C'est un classement relatif par décile. Donc, dans l'école Jean-Baptiste Meilleur et dans des dizaines d'autres écoles, ce qui va se passer, c'est des milieux qui sont aussi pauvres qu'avant, où les enfants ont autant de besoins, mais ils vont perdre des services. Notamment parce que, vous l'avez dit, on passe de données vieilles de 2016 à 2021. Et le plus ironique, c'est qu'on va refaire un recensement en mai 2026. Alors, il me semble que tout indique que la chose sage à faire, surtout à l'aube d'une élection, c'est de ne pas plonger les écoles dans un tel bordel, dans un tel brasse-camarade, alors que de toute façon, il y a un recensement qui s'en vient puis on va avoir des nouvelles données. Pourquoi ne pas faire ce qui avait été fait par le député de Chambly à l'époque? C'est la demande que je lui avais formulée, puis il l'avait fait, lui, dire on va s'assurer que oui, il y aura changement d'indice, mais que, par exemple, les ratios vont demeurer, même s'il y a changement d'indice. Ça va coûter un peu d'argent, mais écoutez, là, fermer 4 classes pendant l'été, retirer des orthophonistes, des TES, pour les mêmes enfants, alors que les besoins n'ont pas changé, je ne peux pas croire que la ministre est à l'aise avec ça. Mais c'est parce que ce que je vous réponds avec beaucoup de respect, chers collègues, c'est que depuis que le député de Chambly a fait cette annonce-là, maintenant, ça existe, elle est là, l'argent pour la transition. Alors, vous pouvez bien me demander de le faire. C'est déjà là, c'est déjà prévu dans les règles budgétaires. Les centres de services scolaires peuvent accompagner les écoles qui ont cet indice de défavorisation-là, qu'ils ont impacté, c'est pas un verbe. Donc, ils subissent un impact par
la reclassification, je vais le dire comme ça. Et non seulement ça, on a aussi dans les conventions collectives, à la demande des syndicats, prévu des sommes pour la transition qui vont toucher plus le personnel, naturellement, mais c'est déjà là. Donc, je vais répondre oui à votre question parce que l'argent, elle est déjà disponible depuis cette époque-là. Par contre, elle a été peut-être moins nécessaire ou moins marquée parce que cette année, compte tenu qu'on passe du recensement, merci, c'est le mot que je cherchais, du recensement de 2016 à celui de 2021, il y a plus d'écoles qui ont changé de statut ou d'indice, mais elle est là, cet argent-là. Et les centres de services scolaires, là, c'est leur travail de faire cet accompagnement-là auprès des écoles et s'assurer que celles qui ont besoin de cette transition-là leur donnent les sommes disponibles. Elles sont dans les règles budgétaires. C'est la règle 15.010. Ce qui va se passer dans les écoles du Québec, là, je vous ai donné un exemple. J'invite vos équipes à appeler directement à cette école-là. Ils vont vous répéter mot pour mot ce que je vous ai dit, là. C'est ça qui s'en vient dans bien des écoles au Québec. Pas parce qu'il y a eu un enrichissement, pas parce que les élèves, tout d'un coup, ont plus besoin de ces services-là, parce qu'il y a eu un changement de code de défavorisation. Donc, de toute évidence, les règles que la ministre, les règles qu'invoque la ministre en nous disant ils vont être capables de faire des transitions, je suis désolé, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Il y a dans la presse notamment dans différents médias plusieurs exemples d'écoles qui vont voir des coupures massives arriver au courant de l'été. Je répète, alors que les besoins dans ces écoles-là n'ont pas changé. Donc, et autre précision, l'annexe à laquelle fait référence la ministre, ces sommes-là sont déjà utilisées pour d'autres choses. Là, les écoles ont appris dans les dernières semaines, au courant de l'hiver, que ces changements d'indice arrivaient. Et je vous le dis, là, c'est la désorganisation totale sur le terrain. Il y a des classes qui vont fermer, il y a des postes qui vont être abolis dans des écoles parce qu'il y a toute une série de mesures budgétaires, la ministre le sait, qui sont à la remorque de ces indices de défavorisation. Pourquoi ne pas accorder une année de transition pour que ça se fasse en douceur? Bien, écoutez, avec beaucoup de respect, je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, mais je vais quand même prendre la peine de votre suggestion, puis on va recreuser à nouveau cette question-là. Mais je vous dis, il y a des sommes disponibles pour la transition dans le cas de ces écoles-là qui sont affectées par un indice de défavorisation qui est augmenté, je ne sais pas trop dans quel sens le prendre, mais qui a une conséquence de perte de, je vais le dire comme ça, qui a une conséquence de perte de financement pour ces écoles-là. Donc, on va faire les vérifications, mais avec respect, je pense qu'il y a des sommes déjà disponibles. D'ailleurs, depuis cet événement-là dont vous parlez avec mon collègue de Chambly, mais en plus, je vous le dis, dans les conventions collectives, on l'a bien noté qu'il devait y avoir des sommes disponibles pour les transitions. Ces sommes-là sont... S'il y a une personne qui veut respecter les conventions collectives, je dirais, compte tenu que ma signature est dessus, c'est très possible que je les respecte. Oui, mais ces sommes-là ont souvent été utilisées pour autre chose au courant de la dernière année. Elles viennent. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les coûts de système en éducation, c'est-à-dire combien ça prend d'augmentation des dépenses pour maintenir le même niveau de service. OK. Coût de... Question simple. Bon, le CMS, le coût de maintien des systèmes. Je parlais tantôt avec ma collègue, quand on a eu l'occasion, je lui disais que c'était 3 % qu'il fallait regarder la page F60. Présentement, il y a, en matière d'éducation, comme vous le savez, il y a deux éléments, deux facteurs d'influence majeurs sur les coûts de système. Ce sont naturellement les augmentations salariales, 80 % des revenus. Donc, les augmentations salariales. Pour répondre à votre question, je dois vous dire que cette année, dans les conventions collectives, c'est 2,5 %. Coût pour maintenir le niveau de service en éducation. Ah ben c'est moins que 3 %. C'est combien? De vous l'expliquer. C'est combien? Selon les documents que vous verrez dans le Conseil du Trésor, c'est 2 %. 2 %. Mais je vous dirais que moi, si je veux me laisser une petite marge, c'est entre 2 et 2,3 parce que là, c'est mon calcul à moi. Et je vais vous dire pourquoi. Non, mais c'est correct. J'ai une autre question. Parce que 2,5 % d'augmentation pour les salaires, qui est 80 %. Parfait. Donc, vous me dites le coût de maintien des services cette année, là, à la page A20 de la stratégie de gestion des dépenses, c'est bien ça? Oui, 2 %. Moi, je lis le même 2 % que vous. Oui. L'an dernier, page A10 du même document, stratégie de gestion des dépenses, mais 2024, 2025-2026, l'an dernier, c'était 4,2 %. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, en une année, les coûts de système en éducation ont été pratiquement divisés par 2?
Avec plaisir. Variation de la clientèle. Là, je suis pas sûre que c'est 4,2, mais je vais non, mais je vais le tenir pour acquis, mais comme il n'est pas à ma mémoire à moi, je vais juste vous dire, il y a une différence. Moi, j'avais 3 en tête, mais disons que de toute manière, qu'on passe de 4,2 à 2 ou de 3, c'est la variation de la clientèle. Dans les dernières années, on a eu, là, entre 2021 et 2024, en moyenne, 16 000 clientèles de plus par année. Bon, il y a beaucoup de facteurs que je vous énumérerai pas parce que vous les connaissez pas, parce qu'on les a dit à plusieurs reprises, mais il y a eu 16 000 de variations de clientèle. Et maintenant, là, on est stabilisé. La clientèle, puis c'est la même chose entre 2024 et 2025, et 2025 et 2026, la clientèle s'est maintenant stabilisée. Donc, les variations de clientèle sont minimes. C'est comme si on avait, là, depuis 2 ans, la même clientèle. Donc, la variation de la clientèle est 2 facteurs pour le coût de maintien de service. L'augmentation salariale, cette année, c'est 2,5. Et, en plus, la clientèle s'est stabilisée. On n'a pas une variation de 16 000, on a presque la même chose que l'an passé dans les prévisions de clientèle qui sont faites avec le réseau. À peu près, disons que si je trouve ça extrêmement optimiste de penser qu'on va passer d'un coût de système de 4,2 à 2 en une année, et je suis pas le seul à trouver ça optimiste. La Fédération des centres de services scolaires du Québec, elle estime que c'est davantage autour de 4 L'IRIS fait la même estimation, 3,8 Pourquoi vous êtes les seuls à penser qu'à 2 vous maintenez les services en éducation? L'IRIS, pour ne pas le mentionner, est toujours dans une fourchette qui est... la Fédération des centres de services... Mais dans les faits, la variation de la clientèle, elle est stabilisée cette année. Entre 21-22, 15 000. Entre 22-23, 19 000. Entre 23-24, 20 000. Entre 24... Non, c'est le contraire, c'est 20-21, là. Donc, 20 000 étaient entre 22-23, entre 23-24, 15 000, et entre 24-25, ça a été stabilisé. Et encore cette année, c'est stabilisé. Moi, je vous parle, l'estimation de entre 3 et 4 là, de la part de la Fédération des centres de services scolaires, c'est celle pour cette année, pour l'année qui s'en vient. Ouais. Eux autres, ils estiment entre 3 et 4 Vous dites on va être à 2 Madame la ministre, vous augmentez le financement des dépenses de portefeuille en éducation d'un peu plus de 2 3. Les coûts de système sont autour de 4 Investir moins que les coûts de système, estimés par les gens sur le terrain, là, ça va nous mener à des compressions. Votre mot-clé, c'est estimer. Ils n'ont pas les données précises sur la variation de la clientèle, ni l'IRIS, ni la Fédération. La variation de clientèle, elle est stabilisée. Les centres de services n'ont pas d'estimation de pas l'estimation globale. Pas l'estimation globale. C'est le ministère de l'Éducation qui a l'estimation de la variation sur le territoire de la province de Québec au complet. Ils ont leur estimation. Madame la ministre, respectueusement, ils ont leur estimation pour leur bassin d'élèves. Écoutez, ils ont des planifications. Je veux bien, mais ils n'ont pas les données. Alors moi, je vous dis que la variation, le gros facteur qui vient influencer cette année la différence entre... Et d'ailleurs, je vais vous l'accorder jusqu'à 2,5. C'est pas le cas, là, mais je vais vous l'accorder jusqu'à 2,5. On est à 3 d'investissement cette année, donc on couvre les coûts de maintien de service avec l'augmentation qui nous a été accordée donc vous dites... Mais les chiffres du Trésor, c'est 2 et le calcul de la variation de la clientèle est fort important. C'est le facteur déterminant. Vous avez écrit 2, mais vous me dites que ça va peut-être être 2,5. Et c'est à peu près, grosso modo, ce que vous investissez. Donc, dans le meilleur scénario envisageable, il n'y a aucune bonification de service pour les élèves du Québec. Et dans un scénario fortement probable, il va y avoir des compressions. Non. Voilà qui complète... Vous êtes à peu près pile sur les coups de Voilà, merci. Voilà qui complète ce bloc. Nous allons passer au prochain bloc du troisième groupe d'opposition. Je cède la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Vous disposez de 10 minutes 30 secondes, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Salutations à toutes et tous. La ministre indique à juste raison qu'elle sent un besoin de stabilité dans son ministère. C'était pas prématuré avec le passage de son prédécesseur. À titre d'exemple, une des dernières actions qu'il a fait, c'est cautionner manque à gagner de plus de 500 millions en éducation. Il a fallu se mobiliser en plein été, pétition de 160 000 personnes initiée par le Parti québécois qui a permis de faire reculer le gouvernement. Et je remercie les personnes qui ont pris la décision finale dans ce gouvernement d'annuler cette très mauvaise décision pour un ministère qui est aussi important.
Je vais commencer par un sujet qui est important pour le Parti québécois. On a aussi pris l'initiative, c'est la question de la rémunération des stages. J'ai présenté une motion le 30 mars 2023 demandant ce que demandent les étudiants universitaires et dans d'autres domaines depuis des années, rémunérer les stages. Tout travail doit être rémunéré. Et belle surprise, motion unanime. Et la collègue de l'enseignement supérieur de l'époque, députée de Repentigny, je crois, a dit « Ah ben oui, on est unanime ». Alors, ça date de 3 ans maintenant. On en est où? Parce que quand je regarde le budget, il y a des sommes pour recruter des retraités. Où sont les sommes pour attirer les nouveaux enseignants et enseignantes, pour stimuler l'inscription dans les universités, pour rendre ça plus attrayant, pour éviter que les étudiants et étudiantes aillent travailler ailleurs pendant leurs études? La solution est toute trouvée. Puis en plus, vous avez l'argent, parce qu'il manque d'enseignants, puis si vous en avez qui font l'affaire, vous les payez. Donc, c'est à coup nul. Ma question, 3 ans plus tard, est-ce qu'il y a une raison qui explique que vous n'avez toujours pas honoré votre engagement pris en cette Chambre? Bien, il n'y a pas d'intention de changer la situation actuelle, qui est la suivante. Les gens, en tout cas pas dans les prochaines semaines et pas dans les prochains mois. On verra ce qu'un prochain gouvernement décidera, qu'il soit de la CAQ ou non. Mais là, présentement, je dois dire que les stages 4, qu'on appelle, sont rémunérés. Les stages en emploi sont rémunérés. Donc, si des étudiants ou des étudiants au brevet d'enseignement sont engagés comme enseignants avec une tolérance d'enseignement, ils sont payés, ils sont rémunérés parce qu'ils prennent charge une classe. Mais quand un étudiant vient en observation dans une classe, il n'y a pas d'intention actuellement de rémunérer ces stages-là. D'accord, mais quand la ministre indique qu'il n'y a pas d'intention d'aller de l'avant, je lui rappelle une motion unanime où elle est elle-même votante, là. C'est un engagement formel, c'est pas dans un lieu anonyme, là. À l'Assemblée nationale, les étudiants et étudiantes ont bien pris note de ça. Les mobilisations sont poursuivies. Donc, la ministre indique un autre gouvernement. Elle nous dit pas, on va le faire nous-mêmes dans un prochain gouvernement. Donc, elle induit, comme d'autres de ses collègues, qu'il est possible qu'il y ait un autre gouvernement à l'automne. En tout cas, voilà une motivation supplémentaire à y travailler. Dans le dossier de l'indice socio-économique qui a été évoqué tout à l'heure, dans une demande d'accès à l'information, on nous indique que la liste va être connue au printemps. Je suggère bien humblement qu'on est le 19 mars, on est au port du printemps. Voilà une belle occasion de la rendre publique, parce que moi, j'ai pas l'ensemble des écoles qui sont visées. Je remercie Dominique, qui travaille à l'école Victor Côté de Matane, de m'avoir prévenu pour son école et des conséquences importantes. Perte d'argent, le ratio de classe qui va changer, bouleversement. Contrairement à mon collègue de Québec solidaire, je ne vais pas vous demander de donner une année pour s'adapter. Je vais vous demander de ne pas le faire. Les écoles qui ont un indice de vulnérabilité méritent d'être financées. S'il y en a d'autres qui se sont ajoutées, elles méritent aussi. Alors, nos positions seront différentes. Je ne vous demande pas une transition pour abandonner ces ressources-là. Je vous demande de les maintenir et d'ajouter les écoles qui sont apparues sur votre radar avec les indicateurs que vous avez. Trouvez-vous que c'est pertinent? Donc, demande très différente. Faites pas de transition. Maintenez le financement. Tout le monde va applaudir ça. Ces classes-là, ces milieux défavorisés. J'ai à peu près juste de ça dans mon milieu, moi. Des 9 et des 10. Je vais être le premier à vous applaudir. Ça ne sera pas la première fois. Mais il y en a d'autres qui s'ajoutent. Il me semble que le réflexe, c'est il s'ajoute de la pauvreté, de la vulnérabilité. Il faut en tenir compte. Alors, c'est le sens de ma demande. Comment vous trouvez ça? Bien, je prends acte de votre demande. Maintenant, on travaille avec des indices qui sont reconnus, avec une méthode de calcul qui est reconnue. Je comprends très bien ce à quoi vous faites référence, mais je vais, comme j'ai dit à votre collègue précédemment, je vais creuser plus avant la question, mais je ne vais pas m'engager ici à faire quoi que ce soit, mais je vais quand même aller creuser cette question-là. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on s'assure que l'argent suive les enfants qui en ont besoin. Donc, c'est ce que l'indice veut faire, mais on va faire en sorte de le faire le plus adéquatement possible. Alors, je ne m'engagerai pas à quoi que ce soit, Monsieur le Président. Voilà qui est clair. Que l'argent suive les enfants qui en ont besoin. Vous savez déjà les enfants qui en ont besoin, vous les financez déjà. Moi, je vous dis, continuons. Ça va vous rappeler quelque chose. Il y a des nouvelles écoles qui apparaissent. Ajoutez-les. Ajoutons. Tout le monde est gagnant. On fait ça pour les enfants. Ça serait notre position pour le Parti québécois. Ça va le demeurer. Donc,
Puis, évidemment, 2021, c'est pas les données les plus récentes. Il y a eu beaucoup de bouleversements dans sa charge. D'ailleurs, parlant de bouleversements, votre prédécesseur a fait une sortie fort remarquée. C'est en 2024, concernant la capacité d'accueil du réseau scolaire. 20 février 2024. Il dit « Le réseau d'éducation sous pression parce que le gouvernement Trudeau, à l'époque, n'est pas capable de gérer les foncières. La capacité d'accueil du réseau d'éducation n'est pas infinie. Actuellement, notre réseau, il y a plus de 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles primaires, et on doit payer la facture. En 2026, en mars, on est à combien? Si je vous dis 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles primaires, 2 ans plus tard, on est rendu. Écoutez, si vous me permettez, pour pas prendre plus de temps, je vais faire vérifier le chiffre, puis dès que je l'aurai, je le transmettrai à la commission. Si je l'ai avant la fin des travaux, je vous le transmettrai. Donc, vous voulez connaître, juste la répéter précisément, le chiffre? 2024, il dit 1237 classes d'accueil, c'est l'équivalent de 52 écoles primaires. OK. Et ma question, est-ce que vous avez fait des demandes pour que la somme soit acquittée par le fédéral liée aux demandeurs d'asile? C'est une demande qui a été faite en 2024. Est-ce qu'il y a eu des représentations qui ont été faites au ministère? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bon, je peux pas faire autrement qu'être transparente. Je vais me renseigner également sur cette question-là. Je dois vous avouer que depuis mon arrivée en septembre, là, c'est pas, compte tenu que mes clientèles se sont également stabilisées, je vous dirais que j'ai pas la réponse à cet effet-là. Okay, mais oui, il y a eu une demande du gouvernement qui comprenait la demande de l'impact dans le réseau scolaire. Et je me souviens, quand j'étais au Trésor, qu'on avait demandé cette information-là qui a été transmise. Donc, les impacts du réseau scolaire font partie de la demande globale au gouvernement fédéral. Mais c'est une grande partie. 1124 classes d'accueil. J'essaie de répondre. Oui, à la date que vous avez mentionnée. J'ai 1124 classes d'accueil. 2024. 2024. Là, c'est 2024. On revérifie. Ça m'intéresse. Alors, vous allez nous revenir pour les... Oui. Les parlementaires. Tout comme vous pourriez nous fournir tout de suite la liste des écoles impactées par les changements d'indicateurs. Je sais que quelqu'un d'entre vous, puis je peux pointer du doigt pas mal la personne qui l'a. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Ça, c'est le chiffre actuel, 1124. Je vais commencer. Ça va, ce bout-là. Ça va, c'est parce que j'ai... La liste des écoles impactées par l'indice socio-économique. En temps opportun. Votre sous-ministre, là, cette liste-là. Oui, elle sera rendue publique en temps opportun. C'est pas mal opportun, c'est l'étude des crédits. En temps opportun. Respectueusement soumis, c'est une chance manquée, mais on y reviendra. Écoutez, l'état des infrastructures. On a parlé de roulotte hier, j'ai entendu ça. De roulotte, et puis les écoles sont... il y a des demandes importantes pour la capacité de les construire, tout ça. On s'attend à construire combien d'écoles l'année prochaine? À titre d'exemple. Oh mon Dieu, est-ce que je l'ai en nombre d'écoles? Passé, c'est 3. Je le sais parce que dans les 3, il y a une école dans mon comté. Il y a 300 projets actifs présentement. Hein? C'est ça? C'est ça, 350 projets actifs qu'on veut mettre à terme. La majorité des sommes qui vont être investies vont être dans le maintien d'actifs et la rénovation des écoles parce il faut s'assurer que le parc ne continue pas à s'accélérer. Les nouvelles écoles, il n'y en a pas 350, là. On va s'affairer à repartir les projets qui ont été mis sur pause, entre autres. Il y a déjà des écoles qui sont dans le pipeline, c'est pas très francophone, là, mais sur la liste qui attendent. Et on a commencé d'ailleurs à le refaire. On en a annoncé. J'aimerais ça qu'on indique là où il va en avoir. Je sais qu'il n'y aura plus de lab école. Est-ce qu'il y aura des écoles construites à plus de 200 millions, comme on a vu dans Laurentides? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif présentement est de revoir également les cahiers de charges et d'être capable de maximiser parce que vous mettez le doigt sur une situation extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut répondre le plus rapidement possible aux besoins de place dans le réseau scolaire. Donc, on a diversifié nos stratégies. On est en train de diversifier nos stratégies. Je m'élève en faux sur le mot roulotte parce que ce ne sont pas des roulottes. Ceux qui ont la chance et même l'opportunité d'avoir des modulaires dans leur comté le savent que ce sont des classes climatisées que les enseignants adorent. Même, je dirais qu'ils sont tristes quand ils les quittent. Mais on a diversifié les stratégies parce que notre objectif est de répondre le plus rapidement possible aux besoins d'espace et là-dessus, j'en suis. Violence à l'école. Vous m'avez entendu avec des enseignants, vous m'avez entendu dans les entrevues. Il y a eu un colloque, j'y étais. Il y a eu le vouvoiement. Il y a eu la vidéo du ministre qui a joué simultanément dans toutes les écoles du Québec. Je suis convaincu que l'impact est considérable. Ceci étant dit, il y a eu le roi de la montagne. Qu'est-ce qui manque pour ce qui est de la violence à l'école? Parce que nous, on pense que l'impact sur la vie des enfants qui vont plus à l'école parce qu'ils ont peur, des enseignants, des enseignantes qui sont blessés. Heureusement.
Malheureusement, c'est tout le temps qui était imparti à ce bloc. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Nous allons au prochain bloc avec l'opposition officielle. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, vous disposez de 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je reviens, Madame la ministre, sur renforcer l'attractivité de la main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation. Donc, dans votre budget, on en a parlé dans le dernier bloc, donc vous y allez avec des mesures pour favoriser le retour en emploi des personnes retraitées, des mesures pour continuer de rendre les postes à temps partiel plus attrayants, donc plus d'heures de suppléance, donc pour les enseignants. Mais on sait que le réseau s'est mobilisé sur la question de l'attractivité de la main-d'œuvre. Le réseau s'est mobilisé en se disant, bien, nous, on est à pied d'œuvre, nous sommes dans nos écoles, nous sommes les experts de notre milieu, on sait c'est quoi les problèmes, donc on va y arriver nous-mêmes avec des solutions. On va se prendre en main, puis on va apporter des solutions. La FSE-CSQ a fait des propositions pour atténuer la pénurie de personnel enseignant et quant au maintien en poste des enseignants et des enseignantes qualifiés, leur première préoccupation, leur première recommandation était d'agir sur les causes de la désertion professionnelle, qu'elles soient liées à la violence au travail, à la conciliation de famille et travail ou encore aux conditions d'exercice. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que, en bout de ligne, vous nous arrivez avec ces propositions-là. Donc, vous nous dites, finalement, donc on reconnaît qu'il y a un enjeu au niveau de l'attractivité de la main-d'œuvre, au niveau de la rétention du personnel dans le réseau scolaire. Pourquoi pas agir sur les causes de la désertion professionnelle puis les propositions qui vous ont été apportées par le réseau? Ça va me permettre de vous dire que on a depuis 2 ans, au moins 2 ans, dans les dernières années, un taux de rétention qui s'est passablement amélioré. On avait, quand j'étais en négociation pour les conventions collectives, un des aspects qui était discuté avec les syndicats était beaucoup la capacité de retenir les enseignants 0,5 ans. Dans les 5 premières années, habituellement, le taux de rétention augmente après 5 ans, quand les gens sont plus de 5 ans dans le réseau. Et je dois vous dire que le taux de rétention a augmenté beaucoup en pourcentage dans les 2-3 dernières années. Donc, les mesures qu'on a mises en place de mentorat, d'accompagnement... Quel est ce taux? Là, c'est parce que c'est tellement petit sur ma feuille que j'essaie de vous le donner, mais 80% après 80%, on garde nos gens, 80% après 5 ans et 87% maintenant après 2 ans, ce qui n'était pas le cas dans les années antérieures. Donc, on pourra, mais je vais de la misère un petit peu à lire les chiffres tantôt, mais ça s'améliore, on voit les courbes là, qui s'améliorent. Donc, depuis 2 ans, je vous dirais que nos taux de rétention, c'est pas encore parfait, là. Je le sais que c'est pas parfait. Mais l'idée, c'est que la courbe, non seulement elle s'est stabilisée, mais elle s'est inversée. Donc, on retient de plus en plus les gens, les jeunes enseignants sur le terrain. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, je pense. Et donc, ça veut dire que les mesures qu'on a mises en place avec les syndicats, dans les conventions collectives, entre autres, le mentorat, l'accompagnement, on parlait beaucoup aussi de, j'avais le mot induction, mais c'est pas ça, l'introduction, l'accueil des jeunes pour l'intégration des jeunes enseignants. Donc, ça fonctionne. Il y a encore des discussions dans différents comités avec les syndicats pour voir comment on peut encore s'améliorer. J'ai rencontré la FSE-CSQ là-dessus qui avait, comme vous le mentionnez, des propositions. Donc, on y travaille avec eux pour voir comment on peut le faire et pour être capable d'aider. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mesures qu'on a mis en place dans les dernières années ont un impact positif, Monsieur le Président, et on voit des résultats qui s'améliorent. Est-ce que c'est encore parfait? La réponse est non, mais on a des résultats qui s'améliorent. Madame la ministre, dans vos propositions, là, je comprends le fait d'ajouter des journées supplémentaires de suppléance pour les profs qui sont là à temps partiel, mais quand moi, je rencontre des enseignants, quand moi, je m'assois avec les gens du réseau, ce qu'on nous dit, puis on parle ici donc des profs qui sont là à temps plein, puis ça pourrait, ça touche aussi non seulement donc les enseignants, mais aussi le personnel professionnel puis le personnel de soutien, en fait, tout particulièrement. Ben, l'enjeu numéro 1 qui nous est nommé, c'est la violence à l'école. Oui. Quand on parle, je vous dis, qu'on a les gens quand on s'arrête à l'épicerie ou qu'on les rencontre donc dans toutes sortes d'événements, même de façon informelle, on ne nomme pas l'enjeu, c'est eux qui nous le nomment, qui nous disent il y a quelque chose qui s'est passé. En septembre dernier, j'ai fait une sortie avec le personnel de soutien scolaire pour justement mettre un cri du cœur sur la question de la violence à l'école. En décembre, on était encore avec les enseignants qui nous révélaient des nouveaux chiffres sur la hausse de la violence à l'école. Comment est-ce que vous répondez à cet enjeu-là? Parce que ça, on ne le voit pas dans le budget. Ben, c'est pas nécessairement une question de budget à ce stade-ci. Je veux reprendre on a eu une motion il y a quelques temps, j'allais dire quelques semaines, mais c'est juste avant
l'arrêt des travaux parlementaires pour les 2 semaines qui venait, je pense, de votre collègue de Mme Matamedia. Donc, on était déjà en train de recueillir les données très précises sur le terrain pour être capable d'avoir ici, au niveau du ministère de l'Éducation, un portrait plus exact, plus juste de chaque école et du niveau de violence et de ce qui se passe. Maintenant, il y a ce qu'on entend surtout des syndicats sur cet aspect-là et qui était un peu ce que pas le VG, mais le protecteur de l'élève disait, c'était que les outils sont présents et il faudrait que les directions d'école, les centres de services scolaires accompagnent mieux les enseignants quand il y a un incident de violence, que les plans soient mieux déployés. Donc, je vais vous dire que ma grande préoccupation dans les prochaines semaines, voire prochains mois, on verra, est de voir en sorte que l'accompagnement des formations des directions d'école, des directions générales, parce que ce qu'on nous dit, c'est que les outils sont présents sur le terrain pour bien agir, ou mieux agir, je dirais ça, et que souvent, ce qui est reproché, c'est un manque d'action ou, je veux pas dire que c'est exact, mais c'est ce qui est reproché. Donc, on va faire de l'accompagnement, puis on va s'assurer que c'est bien fait, le déploiement. Merci, Mme la ministre. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc je veux vraiment poursuivre. Sur un autre sujet, Collège des Hauts-Sommets, vous connaissez, dans la région ici, donc accompagne des enfants avec des besoins particuliers. On parle donc d'une école qui est souvent fragilisée, dont le statut est souvent fragile, puis aujourd'hui, ils vous demandent pas un financement supplémentaire. Je pense qu'ils vous ont écrit, que vous connaissez le dossier, et tout ce qu'ils souhaitent, c'est la mise sur pied d'un comité conjoint du ministère de l'Éducation et du Collège des Hauts-Sommets. Qu'est-ce que vous répondez à cette école qui accompagne donc des enfants avec d'énormes besoins et qui, année après année, se dit, notre financement il est pas stable, qu'est-ce qui se passe? On veut un comité conjoint. Alors, je vais vous répondre qu'on est en lien avec cette école-là, avec eux, et que je ferai pas les discussions ici, mais qu'il y a des discussions avec eux. Merci. Merci. 10 secondes. 10 secondes? Oui. C'est ça. Résidence scolaire dans certaines écoles, qu'est-ce que vous répondez? Je pense que vous connaissez cet enjeu-là. Résidence voilà. Malheureusement, c'est tout le temps imparti pour ce dernier bloc. La commission plénière ayant terminé cet échange, je remercie les personnes qui ont participé. Et pour permettre à la commission de poursuivre sa séance, je prie toutes les personnes qui doivent se retirer de le faire immédiatement. Je suspends donc les travaux pour quelques instants.